Beaucoup de mes étudiants habitent dans la région de Charleroi, dans le Hainaut belge, et ils connaissent bien entendu le site du Bois du Casier où, en 1956, une tragédie épouvantable s'est déroulée. En effet, à cette date, la mine du Bois du Casier, mine de charbon, a connu une véritable tragédie, une catastrophe qui a conduit au décès de plus de 250 mineurs, et parmi ceux-ci, principalement des Italiens. Ils seront donc particulièrement sensibles à l'évocation du roman d'Émile Zola dont je vais parler aujourd'hui, à savoir Germinal, publié en 1885. Le plan de mon exposé sera tout à fait classique. Dans un premier temps, il sera question du projet et d'autre part de la méthode de travail d'Émile Zola. Dans un deuxième temps, je ferai un résumé de l'œuvre pour essentiellement ensuite aller vers l'analyse de Germinal. Enfin, en conclusion, j'expliquerai la raison pour laquelle Émile Zola a choisi ce titre pour son célèbre roman. Je commence donc par le projet d'Émile Zola et d'autre part sa méthode de travail. Son projet, en fait, date de 1868. Il s'agissait pour lui, à ce moment-là, dans un contexte particulier que je vais évoquer, de raconter, et c'est le sous-titre de son œuvre, de raconter donc l'histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. Cette famille, qui est d'origine modeste, ce sont les Rougon-Macquart. En fait, Émile Zola, et on va le comprendre un petit peu mieux lorsqu'il s'agira de comprendre son projet, veut étudier une famille un petit peu comme un entomologiste le ferait avec des insectes, c'est-à-dire avec un regard de scientifique. Pour lui, les individus qui composent la société, et bien entendu il est influencé par les progrès de la science de son époque et la vision déterministe des savants de son époque, tout individu est le produit d'une part de son ascendance, autrement dit, il est le produit de l'hérédité, qui a des causes biologiques, mais il est aussi le produit d'un milieu donné. Autrement dit, Émile Zola se transforme dans son œuvre à la fois, je dirais, en biologiste et en zoologiste, mais aussi en sociologue. Autrement dit, lorsqu'il étudie les différents personnages, les différents héros de ces différents romans, mais pas seulement les héros de ces romans, ces personnages apparaissent vraiment comme le résultat d'une équation. On peut dire que dans l'équation, il y a deux termes, le grand A qui serait donc l'hérédité, et en cela donc il est un biologiste, un zoologue, et il y a un grand B, c'est-à-dire le milieu social qui font d'Émile Zola donc un sociologue. Et donc le résultat, le grand C, c'est donc l'individu qui résulte donc de cette équation. Une série de savants l'ont précédé dans cette voie. N'oublions pas que dans les années 1850, Charles Darwin publie L'origine des espèces,
ouvrage dans lequel il explique et démontre que les espèces sont le produit d'une sélection naturelle, d'une adaptation au milieu. Pensons également aux thèses de Taine, qui explique quant à lui que les individus sont le produit de la race, donc de l'hérédité, d'un temps donné et d'un milieu donné, et c'est ce qu'il explique en tant que théoricien littéraire. Je pourrais reprendre toute une série d'autres penseurs. Je citerai en particulier, bien sûr, parce qu'il y a un lien immédiat avec l'œuvre, Karl Marx, qui est matérialiste et qui explique que l'être humain, au fond, ne dispose pas véritablement de son libre arbitre. Pour lui, c'est une chimère que le libre arbitre. Nous sommes des animaux, même si nous sommes des animaux évolués, et surtout, les individus agissent en fonction de leurs intérêts de classe. Encore faut-il que cette conscience de classe apparaisse. Et pour cela, il faut des conditions précises, et ce sont celles qui apparaîtront justement dans le déclenchement de la grande grève, donc dans Germinal. Abordons donc les choses un petit peu plus précisément maintenant. Donc, j'ai parlé de cette grande série qui fait une vingtaine de volumes, les Rougon-Macquart, dont Émile Zola a le projet en 1868. Le premier volume de cette série est publié un an plus tard, en 1869, et le dernier sera publié en 1893 avec le docteur Pascal. Maintenant, un peu plus de précision. Le climat littéraire dans lequel il vit, Émile Zola donc, à ses yeux, ne permet pas de rendre compte, par son esthétique même, de sa volonté de mettre en scène ces personnages. C'est ainsi qu'il est l'initiateur d'un nouveau courant qui existe déjà donc en science, que l'on appelle le naturalisme, et que lui-même va appliquer à la littérature. Le naturalisme, c'est quoi? Eh bien, comme je l'expliquais il y a quelques instants, le naturalisme, c'est donc l'application, je dirais même la confirmation, puisque Zola a une théorie en tête, il a une conception de la société en tête, consiste à vérifier un certain nombre de ses thèses, mais lui-même est un romancier, n'oublions pas, il n'est pas sociologue, il n'est pas biologiste, et donc ça lui donne une latitude pour faire agir ces personnages qu'il invente dans le cadre de sa conception de la société. Émile Zola vit dans un contexte historique précis qui est celui de la première révolution industrielle. Je dirais même de la seconde, puisque la seconde révolution industrielle débute dans les années 1880 avec l'usage et le développement de nouvelles sources d'énergie qui n'étaient pas utilisées dans la première révolution industrielle. En effet, à partir de 1880, on commence à utiliser des sources d'énergie nouvelles comme l'électricité, le gaz, bientôt le pétrole qui va permettre aux voitures de se déplacer, puisque la voiture, l'automobile est créée à la fin du XIXe siècle. Mais le roman, je vous l'ai dit, est écrit en 1885, mais décrit et raconte
des événements, une fiction donc, qui se passe à la fin du Second Empire, c'est-à-dire précisément de mars 1866 à avril 1867. Et donc on va voir un certain nombre d'éléments que Zola met en évidence, mais qui ne correspondent pas peut-être tout à fait à l'époque qu'il décrit et qui correspondent davantage au moment où lui-même écrit. En effet, le Second Empire en France correspond à une période de conjoncture économique à la hausse. Autrement dit, la France est en pleine croissance dans les années 1950 jusqu'au début des années 70, donc au début de la Troisième République, tandis que pendant les 25 ans qui vont suivre, jusque, disons, le début des années 90, 94 en gros, on peut dire qu'on est dans une période de dépression économique, qui ne vaut pas d'ailleurs seulement pour la France, mais pour l'ensemble des puissances industrielles. Ce que je vous dis ici est important pour comprendre le roman lui-même. En effet, les événements de Germinal commencent en mars 1866, donc relativement peu de temps, finalement, après la création de l'Association internationale des travailleurs, en 1864, Association internationale des travailleurs qui connaîtra une vie relativement brève, puisque, à la suite de dissensions internes fortes entre ses membres, entre les courants qui composaient cette association, celle-ci, cette internationale, est dissoute donc en 1976. Et parmi ces dissensions importantes, il y a d'abord le conflit entre, d'une part, les autoritaires, que l'on n'appelle pas encore marxistes à cette époque-là, et d'autre part, les anti-autoritaires, c'est-à-dire les anarchistes qui ont pour figure de proue, à ce moment-là, Mikhail Bakounine, un Russe. En 1864, le droit de grève est obtenu en France. C'est important pour situer le roman, qui se situe 2 et 3 ans plus tard, donc la grève est autorisée tout à fait légalement. S'il n'y a pas de violence, toutefois, il y a cette précision dans la loi, mais la liberté syndicale ne sera reconnue par la législation que sous la Troisième République en 1884, c'est-à-dire l'année même où Zola commence la rédaction de Germinal. Il faut savoir qu'en 1884 débute une grande grève justement dans les mines d'Anzin, près de Valenciennes, dans le Hainaut français, donc dans le nord de la France, et près de 12 000 ouvriers vont participer à cette grève. Donc il s'agit d'une grève très très importante. Zola, et j'arrive au deuxième point de cette longue introduction, va à Anzin, il interroge les mineurs, il descend au fond des puits, il voit ce qui se passe dans le mouvement ouvrier à Anzin pendant la grève, et il va retirer évidemment de cette expérience, c'est pas une expérience, c'est une véritable enquête, toute une série d'éléments dont il pourra se servir pour la rédaction de Germinal. Donc, je vous avais cité tout à l'heure l'époque où se passent les événements de Germinal, donc mars 66, avril 67. Vous remarquez qu'il s'agit d'une période d'un an. Ce n'est pas par hasard, parce que cette période d'un an couvre un cycle, le cycle des 4 saisons. Et la Grande Grève,
ben, elle se produit justement pendant l'hiver, à partir de décembre jusqu'en février, donc 1867, et que la reprise du travail se fait au printemps. Et je reviendrai là-dessus, bien entendu, lorsqu'il sera question de la justification du titre de l'ouvrage, Germinal. Donc vous voyez qu'il s'agit d'intégrer cette lutte sociale dans un grand cycle qui est un cycle naturel. Et on va voir d'ailleurs que les forces naturelles, les forces surnaturelles, les forces humaines se conjuguent comme, je dirais, dans un véritable opéra, pour évoquer donc cette tragédie qui se produit donc à Montsou, qui est le lieu, cette petite ville à côté de laquelle se passe la catastrophe sociale, mais on va le voir aussi catastrophe technique à la fin, qui conduit à la mort de beaucoup de mineurs. Pensez, ce n'est pas pour rien évidemment que j'évoquais la catastrophe du bois du Casier en 1956 en introduction. Et en fait, derrière le lieu qui est Montsou, cette petite ville, se cache bien sûr une réalité qui est celle d'Anzin, où se passe cette grève en 1884. La méthode maintenant d'Émile Zola, il ne faut pas oublier que Émile Zola, c'est un romancier, mais c'est aussi un journaliste. Quand on pense à Émile Zola, on pense bien entendu à certaines de ses œuvres, mais on pense aussi aux fameux articles qu'en 1898, il publie dans l'Aurore, qui est dirigé par Georges Clemenceau, et qui a donc pour titre « J'accuse » au moment de l'affaire Dreyfus, où il dénonce les manipulations de l'état-major général de l'armée pour accuser Dreyfus. Ça se passe dans le cadre de la fameuse affaire Dreyfus, et il faudra attendre 1906 pour que Alfred Dreyfus, capitaine de l'armée française, soit finalement réhabilité. Donc je vous dis que Émile Zola est aussi, et d'ailleurs il a commencé sa carrière comme journaliste, il a travaillé d'abord dans des journaux avant d'être romancier, il est journaliste, et donc il mène une enquête à partir de sources écrites et de sources orales. J'ai eu l'occasion déjà de parler des sources orales lorsqu'il interroge les mineurs, entre autres choses, lors de la grève d'Anzin de 84. Mais il rassemble une abondante documentation. On a près d'un millier de feuillets de la main de Zola ou rassemblés par Zola qui montrent son travail d'investigation lorsqu'il se met à rédiger le plan de son œuvre Germinal. Il cherche des détails précis, donc il va lire des ouvrages non seulement d'économie politique pour comprendre la situation dans laquelle se trouve l'industrie charbonnière. Il va lire des ouvrages de géologie, bien sûr, puisqu'il s'agit des mines, il s'agit de comprendre la structure du sous-sol, d'autant plus que on va voir que la nappe aquifère joue un rôle important dans comment dirais-je, le creusement des mines et dans la tragédie finale. Il lit des ouvrages de géographie, bien sûr, des ouvrages de sociologie, même si le terme n'est pas encore inventé à ce moment-là. Il lit des enquêtes
il prend compte des statistiques qui ont pu être établies par des autorités locales ou nationales. Et donc on peut dire qu'il s'agit vraiment d'un travail très documenté. Et en cela, on peut dire qu'il est un naturaliste. Mais il ne faudrait jamais oublier que Zola reste un romancier et qu'il se donne donc la latitude de faire agir ses personnages comme il l'entend. Donc à certains moments, il déforme un certain nombre d'éléments de la situation économique et sociale de la France à ce moment-là. Il prend un certain nombre de largesses, d'écarts, de distances par rapport à la chronologie, dans les chiffres également. Donc voilà. Ici, j'aborde en historien une œuvre littéraire, et c'est dans le cadre d'approche historique de la littérature, d'ailleurs, que mon cours est donné à la Haute École Bruxelles-Brabant en Belgique. Maintenant, nous pouvons passer au résumé de l'histoire, au résumé du roman. Il y a en fait trois grandes phases dans ce roman. Une première phase qui est celle où Émile Zola décrit la misère ouvrière. En effet, Étienne Lantier, qui est le héros de l'histoire, arrive dans un village, plus exactement dans un puits, près d'un puits, celui du Voreux, et puis évidemment le choix du nom pour ce puits n'est pas quelconque. Voreux renvoie à Vorace, et je vous lirai un petit passage où il est question de ce puits en tant que dévorateur d'êtres humains. Il y rencontre donc Étienne Lantier, ayant été chassé à la suite d'un licenciement de son travail de Lille. Il arrive donc à Montsou, donc auprès de ce puits, cette fosse en fait, la fosse du Voreux. Il y rencontre un personnage qui s'appelle Maheu, qui est un vieux mineur, mais vieux entre guillemets, hein, tout est relatif. On était vieux à vraiment 45 ans. Hein. D'ailleurs, c'était l'âge moyen auquel on décédait. Donc, il y rencontre un personnage qui lui explique la situation des mineurs, de leur famille, autrement dit, l'extrême pauvreté et la misère à la fois physique, mais aussi morale, dans laquelle ils vivent. Étienne Lantier, qui cherche du travail, va être embauché dans cette fosse. Il va être affecté à un emploi qui est celui de herscheur, c'est-à-dire qu'il va devoir remplir les berlines donc dans la mine avec du charbon, il va devoir les conduire jusqu'à l'endroit où on les remonte, ces berlines, à la surface. Il devient un très bon herscheur, il se fait apprécier de l'ensemble de ses camarades. Et puis, nous arrivons à la deuxième partie de l'œuvre, la deuxième phase des événements. Ce sont les préparatifs de la grève et finalement l'échec de celle-ci. En effet, dans la conjoncture des années décrites, donc 1866-67, il y a une crise parmi un certain nombre, puisque ces crises sont cycliques, dans la vente du charbon, il y a surproduction par rapport à la demande, et par conséquent, les patrons, en l'occurrence ici la compagnie des mines, décident de réduire les salaires des ouvriers. Ça nous paraît inconcevable aujourd'hui, mais peut-être va-t-on y arriver, y retourner, quand on voit comment les choses sont en train de se détricoter. Pensez en France au nouveau code du travail mis en place par Emmanuel Macron en France. Bon, il n'est évidemment pas question de baisser les salaires, mais enfin, on voit que le rapport de force est tel que
la classe ouvrière, prise dans son sens large, pas seulement les gens qui travaillent dans les usines et dans les mines, mais la classe ouvrière, c'est-à-dire celle des employés, des salariés, je dirais d'une manière générale, qui constituent quand même l'immense majorité de la population, se trouve pour l'instant. Crise économique, conjoncturelle, qui amène donc à la baisse des salaires, et les ouvriers le prennent par définition très mal. Ils se demandent déjà au quotidien comment ils peuvent survivre, mais alors là, si on baisse en plus de ça les salaires, c'est la fin qui les attend. Il y a des discussions pour savoir si oui ou non on va faire la grève. N'oubliez pas qu'elle est autorisée à la suite de combats d'ailleurs de lutte ouvrière en France à partir de 1864, puisque Napoléon a dû lâcher du lest. Il va en lâcher d'ailleurs encore vers la fin de son règne en 1869, dans ce qu'on appelle la phase libérale du Second Empire, en accordant la liberté de la presse, la liberté d'expression, voilà. Mais je vous ai dit, la liberté syndicale n'intervient véritablement qu'en 1884. Donc, sous la Troisième République, qui est une république bourgeoise. Je vais vous lire à ce sujet, à propos donc des préparatifs de la grève, des passages importants qui montrent la position de différents intervenants, différents courants. Dans ces différents courants, il y a d'une part ceux qui estiment qu'il ne faut pas partir à la grève, il faut, comment dirais-je, essayer de négocier. Il y a ensuite, et c'est le cas d'Étienne Lantier, qui pense qu'il faut se battre, que la grève est un instrument dont on ne peut se passer pour établir un rapport de force, et donc amener le patronat, donc ces grands bourgeois, à plier. Et enfin, il y a la position ultime qui est celle d'un nihiliste, qui s'appelle Souvarine, un nihiliste russe, qui dit que de toute façon tout est pourri, qu'il faut recommencer à zéro, et que donc il faut détruire le monde dans lequel on se trouve pour recommencer autre chose. C'est une position d'ailleurs assez désespérée. D'ailleurs, ça va le conduire à un acte qui se trouve à la fin de l'ouvrage, puisqu'il va, comment dirais-je, saboter la mine, saboter les installations de la mine, qu'il va y avoir des fuites d'eau partout, que donc les boyaux travaillent, les mineurs, après la reprise du travail, ces boyaux vont être complètement inondés, et donc, voilà, c'est donc une véritable catastrophe. Je vous lis donc au moins deux passages, et puis je vous lirai la manière dont Étienne Lantier lance la grève en véritable prophète. Il est ce qu'on appellerait maintenant délégué syndical, en tout cas c'est un meneur de la grève, il n'est pas délégué syndical d'un point de vue formel, mais en tout cas c'est un des meneurs de la grève, et vous allez voir que ce passage est assez extraordinaire. On dirait qu'il a été écrit pour en faire un film de cinéma. D'ailleurs, on a fait un célèbre film de cinéma, il y a maintenant au siècle passé, à la fin du siècle passé, Claude Berry a fait un film, effectivement, qui s'appelle Germinal, avec de grands acteurs, entre autres Gérard Depardieu. Voilà, je vais essayer de retrouver attendez. Bon, ça, je vais laisser tomber. Attendez, voilà. Alors, premier texte, c'est celui-ci. Alors là, non, je vais commencer peut-être par un... Oui, je vais commencer puisque dans l'ordre chronologique du roman. Oui, j'utilise ici l'édition Garnier-Flammarion, Germinal. Voilà, et je vais évoquer, donc, je donnerai les pages de l'édition que j'ai devant les yeux. Bien entendu, vous pouvez utiliser l'édition Folio, par exemple, ou l'édition de la Pléiade. Enfin, il y a toute une série d'autres éditions. Le roman étant très populaire, vous n'aurez aucune difficulté à en trouver un exemplaire.
Alors là, il y a une discussion entre, d'une part, Étienne Lantier, le héros, qui est marxiste, si l'on peut dire, en tout cas qui adhère à l'Internationale, et d'autre part, mais Étienne Lantier lit de manière désordonnée aussi bien des ouvrages de Marx que des ouvrages anarchistes. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, l'anarchisme avait un grand succès. La majorité des travailleurs étaient, comment dirais-je, anarchistes. Il y a eu un retournement de situation au cours des années, que je ne vais pas décrire ici, mais que je décrirai demain dans un autre cours devant mes étudiants, et qui va conduire à une minorisation des anarchistes et à l'expulsion de Bakounine et de ses amis hors de l'Internationale. Alors ici, il y a donc une discussion entre, d'une part, plusieurs personnages. Je ne vais lire que la discussion entre Étienne Lantier et d'autre part Souvarine, qui est ce nihiliste russe. Mais Étienne s'enflammait. Toute une prédisposition de révolte le jetait à la lutte du travail contre le capital dans les illusions premières de son ignorance. C'était de l'Association internationale des travailleurs qu'il s'agissait, de cette fameuse internationale qui venait de se créer à Londres. N'y avait-il pas là un effort superbe, une campagne où la justice allait enfin triompher? Plus de frontières, les travailleurs du monde entier se levant, s'unissant pour assurer à l'ouvrier le pain qu'il gagne. Et quelle organisation simple et grande! En bas la section qui représente la commune, puis la fédération qui groupe les sections d'une même province, puis la nation, et au-dessus, enfin, l'humanité incarnée dans un conseil général où chaque nation était représentée par un secrétaire correspondant. Avant 6 mois, on aurait conquis la terre, on dicterait des lois aux patrons s'ils faisaient les méchants. Des bêtises, répéta Souvarine. Votre Karl Marx en est encore à vouloir laisser agir les forces naturelles. Pas de politique, pas de conspiration, n'est-ce pas? Tout au grand jour et uniquement pour la hausse des salaires. Fichez-moi donc la paix avec votre révolution. Allumez le feu aux 4 coins des villes, fauchez les peuples, rasez tout, et quand il ne restera plus rien de ce monde pourri, peut-être en repoussera-t-il un meilleur. Donc on voit ici qu'il ne s'agit pas d'une position d'un anarchiste au sens de Bakounine, il s'agit d'un nihiliste. Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas fait de l'attaque, que nihil signifie rien, signifie le néant. Il s'agissait ici de la page 157. Alors, je vais prendre un deuxième extrait. Alors là, il s'agit d'une discussion entre, d'une part, alors, c'est, je regarde, je crois que c'est Rasseneur, oui, et d'autre part, qui est Cabartier, et d'autre part, Émile Lantier. En effet, Rasseneur a demandé à Pluchart, qui est le secrétaire de l'Internationale dans le nord de la France, de venir pour s'expliquer quant à la nécessité de la grève. Donc c'est Émile Lantier, Étienne Lantier qui l'a appelé. Or, il se fait que Rasseneur a décommandé Pluchart, sans l'avertir, bien sûr, Lantier. Et donc, ça provoque un incident. Tu as fait ça, tu as fait ça. J'ai fait ça, parfaitement. Et tu sais pourtant, si j'ai confiance en Pluchart, c'est un malin et un solide, on peut marcher avec lui. Mais, vois-tu, je me fous de vos idées, moi. La politique, le gouvernement, tout ça, je m'en fous. Ce que je désire, c'est que le mineur soit mieux traité. J'ai travaillé au fond pendant 20 ans. J'ai sué tellement de misère et de fatigue que je me suis juré d'obtenir des douceurs pour les pauvres bougres qui y sont encore. Et, je le sens bien, vous n'obtiendrez rien du tout avec vos histoires. Vous allez rendre le sort de l'ouvrier encore plus misérable. Quand il sera forcé par la faim de redescendre, on le salera davantage.
La compagnie le payera à coups de trique, comme un chien échappé qu'on fait rentrer à la niche. Voilà ce que je veux empêcher, entends-tu. Il se fait que le fil du récit lui donnera raison à ce rasseneur, à ce cabaretier. Maintenant, nous passons à la phase active, la phase où la grève va être instamment déclarée. Le décor, Étienne Lantier, donc le meneur, se trouve sur une colline avec 2 ou 3 autres agitateurs, entre guillemets. Il fait sombre, il fait noir. On voit sa silhouette dans l'obscurité, mais on ne le voit pas en tant que tel, on ne va n'entendre que sa voix. Et progressivement, et là c'est du cinéma, plus le discours monte dans les arguments, dans le ton, et amène les ouvriers à applaudir à ce discours pour la grève, Étienne Lantier est progressivement éclairé par la lune, et puis il est nimbé de lumière. Donc on a l'impression qu'il s'agit d'un véritable prophète, et je vais revenir plus tard, on est dans un cadre qui est à la limite du surnaturel, on est presque dans un cadre religieux, puisque à un moment donné, ceux qui écoutent enthousiastes Lantier sont décrits comme étant ses apôtres. Pour moi, ce récit, au moment où je l'ai lu, et plus exactement relu, récemment pour préparer cette leçon, me fait un petit peu penser au Sermon sur la montagne, qui est vraiment le discours fondateur du christianisme. Montagne, et ici colline donc. Étienne révolté avait trouvé l'idée d'un bureau imbécile dans cette forêt. Oui, il y a toujours des apparatchiks, alors qu'on va commencer la grève, qui veulent que les aspects purement formels soient respectés, on crée un comité, on crée un bureau, enfin vous voyez, c'est-à-dire une démultiplication des lieux de pouvoir où finalement les décisions qui viennent de la base peuvent être altérées dans le sens d'une négociation avec le pouvoir. Donc Étienne révolté avait trouvé l'idée d'un bureau imbécile dans cette forêt. Il fallait agir révolutionnairement, en sauvage, puisqu'on les traquait comme des loups. Voyant la dispute s'éterniser, il s'empara tout d'un coup de la foule. Il monta sur un tronc d'arbre en criant « Camarades, camarades !» La rumeur confuse de ce peuple s'éteignit dans un long soupir, tandis que Maheu étouffait les protestations de Rasseneur. Étienne continuait d'une voix éclatante. « Camarades, puisqu'on nous défend de parler, puisqu'on nous envoie les gendarmes, comme si nous étions des brigands, c'est ici qu'il faut nous entendre. Ici, nous sommes libres, nous sommes chez nous. Personne ne viendra nous faire taire, pas plus qu'on ne fait taire les oiseaux et les bêtes. » Un peu plus loin, Étienne déjà continuait d'une voix changée. Ce n'était plus le secrétaire de l'association qui parlait, c'était le chef de bande, l'apôtre apportant la vérité. Est-ce qu'il se trouvait des lâches pour manquer à leurs paroles? Quoi? Depuis un mois, on aurait souffert inutilement, on retournerait aux fosses, la tête basse, et l'éternelle misère recommencerait. Ne valait-il pas mieux mourir tout de suite en essayant de détruire cette tyrannie du capital qui affamait le travailleur? Toujours se soumettre devant la faim, jusqu'au moment où la faim, de nouveau, jetait les plus calmes à la révolte. N'était-ce pas un jeu stupide qui ne pouvait durer davantage? Et il montrait les mineurs exploités, supportant à eux seuls les désastres des crises, réduits à ne plus manger, dès que les nécessités de la concurrence abaissaient le prix de revient. Non! Le tarif du boissage n'était pas acceptable. Il n'y avait là qu'une économie déguisée. On voulait voler à chaque homme 1 heure de son travail par jour. C'était trop cette fois. Le temps venait où les misérables, poussés à bout, feraient justice. Il resta les bras en l'air.
foule, à ce mot de justice, secouée d'un long frisson, éclata en applaudissements qui roulaient avec un bruit de feuilles sèches. Des voix criaient « Justice! Il est temps! Justice !» Oui, il est question ici de boissage. En fait, c'est une opération que les mineurs doivent absolument réaliser lorsqu'ils sont en train de creuser dans la mine pour éviter, évidemment, que les tunnels ne s'effondrent. Donc, il faut boiser tous les X mètres pour renforcer la structure, pour étayer au sens propre donc la mine. Et d'ailleurs, il y a un passage antérieur où un porion, c'est-à-dire un des membres de la hiérarchie parmi les mineurs, leur fait remarquer que voilà, le boissage n'a pas été fait, ou plus exactement à la distance voulue, et que par conséquent, si les distances n'étaient pas respectées, tout allait s'effondrer à un moment donné. Et le boissage, effectivement, n'avait pas été fait à la distance voulue. Pourquoi? Parce que le boissage était payé moins cher que le charbon qui était mis dans les berlines et que le charbon que l'on creusait dans la roche. Voilà. Oui, je ne vous ai pas donné la pagination. Ici, c'est donc page 283-285. Encore un passage. C'est Lantier qui parle. Le salariat est une forme nouvelle de l'esclavage, reprit-il d'une voix plus vibrante. La mine doit être aux mineurs, comme la mer est aux pêcheurs, comme la terre est aux paysans. Entendez-vous? La mine vous appartient, à vous tous qui, depuis un siècle, l'ayez payé de tant de sang et de misère. Carrément, il aborda des questions obscures de droit, le défilé des lois spéciales sur les mines, où il se perdait. Le sous-sol, comme le sol, était à la nation. Seul un privilège odieux en assurait le monopole à des compagnies. D'autant plus que, pour Montsou, la prétendue légalité de concession se compliquait de traités passés jadis avec les propriétaires des anciens fiefs, selon la vieille coutume du Hainaut. Le peuple des mineurs n'avait donc qu'à reconquérir son bien, et, les mains tendues, il indiquait le pays entier au-delà de la forêt. À ce moment, la lune, qui montait à l'horizon, glissant des hautes branches, l'éclaira. Lorsque la foule, encore dans l'ombre, l'aperçut ainsi, blanc de lumière, distribuant la fortune de ses mains ouvertes, elle l'applaudit de nouveau, d'un battement prolongé. « Oui, oui, il a raison, bravo !» Dès lors, Étienne chevauchait sa question favorite, l'attribution des instruments de travail à la collectivité, ainsi qu'il le répétait en une phrase, dont la barbarie le grattait délicieusement. Je poursuis. Donc, première phase du roman, description de la misère ouvrière. Deuxième phase, c'est la plus importante, préparatif de la grève, grève et échec de la grève, parce que les ouvriers ne parviennent pas à tenir au-delà de 2 mois. Ils ont faim, tout simplement. Et enfin, troisième partie du roman, la reprise, qui évidemment est désespérante, mais inévitable et indispensable si l'on ne veut pas, excusez-moi l'expression, crever sur place. Après vous avoir résumé l'œuvre et avoir lu un certain nombre de passages significatifs par rapport à mon projet, à moi, qui est d'analyser cette œuvre en historien, en faisant donc de la critique historique, il me reste à analyser l'œuvre en tant que telle. Alors, cette œuvre comprend plusieurs parties. Plutôt peut être analysée de points de vue différents. Il y a tout d'abord la philosophie de l'œuvre. La philosophie de l'œuvre, autrement dit la conception que Émile Zola fait passer dans son roman. Tout d'abord,
Pour lui, les individus, au fond, ne sont que des marionnettes qui sont ballottées et dont le destin est déterminé. Leur libre arbitre n'existe pas véritablement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, des forces contraires s'opposent dans ce roman, un petit peu comme dans la dialectique hegelienne ou marxiste, puisque Marx reprend Hegel, tout en remettant, comme il le dit, la pyramide sur sa base. La misère engendre la révolte, le désespoir moral inévitablement à un certain seuil qualitatif conduit nécessairement à l'espoir que la grève va résoudre les problèmes. Ceci dit, au niveau de ce roman-ci, il y a reprise du travail, donc on pourrait dire que dans la dialectique hegelienne ou marxienne, thèse, antithèse, synthèse, on devrait arriver à un autre stade. Or, il y a reprise du travail. Mais, comme on va le voir tout à la fin du roman, la synthèse apparaît dans l'espoir d'Étienne Lantier de considérer donc que cette grève n'est qu'un point de départ qui, nécessairement, inévitablement, j'insiste ici sur la nécessité, conduira à la résolution des problèmes. Donc ce n'est qu'un épisode dans cette trilogie thèse, antithèse, synthèse. Donc effectivement, on pourrait croire qu'à la fin du roman, l'antithèse, ayant échoué, on revient au point de départ, la situation de départ, c'est-à-dire la misère. Eh bien non. Hein? La reprise du travail n'est pas, comment dirais-je, une étape définitive, il ne faut pas se plonger dans le désespoir. Non, ce n'est qu'une étape d'un processus qui va se poursuivre. Donc, on peut dire que le point de vue de Zola est ici marxiste. Maintenant, on va voir justement que dans le cadre de ces forces qui s'opposent, il y en a de natures différentes. Il y a des forces naturelles, il y a des forces surnaturelles, et il y a enfin les forces humaines. Les forces humaines ont été évoquées dans les différents passages que j'ai lus, même si les personnages ne sont pas libres comme on pourrait l'imaginer, puisque pour Zola, on est déterminé par son hérédité et d'autre part par le milieu social dans lequel on vit. Il n'en demeure pas moins que les choses vont évoluer. Mais il y a d'autres forces. Il y a des forces donc naturelles et des forces surnaturelles. Les forces surnaturelles, je les ai partiellement évoquées lorsque Étienne Lantier est nimbé de lumière. Donc on a l'impression que les éléments naturels s'associent au discours. Autrement dit, il y a une conjugaison de différents éléments, comme si la nature était elle-même animée, donc était elle-même, qu'elle possédait elle-même une âme, un souffle. D'ailleurs, il y a différents passages dans le roman où le ciel s'obscurcit au début de la grève, lorsque les choses vont mal, il fait sombre, et lorsque les choses vont bien, il y a la clarté. Alors on pourrait considérer qu'il s'agit simplement d'une mise en scène. Mais je crois que dans l'esprit de Zola, il ne s'agit pas d'un simple décor. Il s'agit de montrer que tout l'univers est à l'unisson dans ce combat qui oppose les prolétaires et la grande bourgeoisie. Alors dans les forces animales, il y a deux catégories. Il y a d'une part des forces, pourrait-on dire, oui,
y a des forces animales au sens propre. Ces forces animales, on les rencontre chez l'être humain lui-même quand on voit ces mineurs qui doivent travailler dans des conditions épouvantables, qui sont comme des bêtes, travaillant au fond de la mine nus, parce qu'il fait extrêmement chaud, donc on peut considérer que c'est un véritable enfer, il y a plus de 35 degrés. Donc, une des héroïnes de l'histoire qui s'appelle Catherine, qu'aime Étienne Lantier, comme les femmes qui travaillent là, sont nues comme les hommes. Il n'y a plus de distinction de sexe à un moment donné. On est véritable, les êtres humains, les mineurs sont considérés comme des animaux. Les machines elles-mêmes sont comparées à des animaux. Je vous ai dit tout à l'heure que j'allais vous lire un court extrait du Voreux, donc de cette fosse, de ce puits où travaillent les mineurs. En voici un passage que je lis et tiré de la page 60. Le puits dévorateur avait avalé sa ration quotidienne d'hommes, près de 700 ouvriers qui besognaient à cette heure dans cette fourmilière géante, trouant la terre de toutes parts, la criblant ainsi qu'un vieux bois piqué des vers. Bon, ça c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Mon but ici n'est pas de vous lire les multiples passages qui vont en ce sens. Même chose, lorsque Souvarine détruit les installations dans la mine, le cuvelage plus particulièrement, qui va donc, comment dirais-je, à partir du moment où les fuites vont devenir de plus en plus nombreuses et puis la mine va être inondée, eh bien, on voit que la pompe qui est là pour épuiser l'eau, hein, le mot épuiser vient vraiment de deux mots, enfin j'aime bien faire l'étymologie, de deux mots, hein, ex et puiser, ça vient du mot puits. Donc épuiser, ça veut dire faire sortir l'eau qui se trouve au fond du puits, parce que quand vous atteignez un nappe aquifère, inévitablement, l'eau, elle apparaît, elle submerge tout. Hein. Il suffit de creuser dans le sol, vous vous rendrez rapidement compte que l'eau va venir. C'est un exercice à faire avec les enfants, hein, bien sûr. Donc, oui, dans la première moitié du XVIIIe siècle, déjà, Newcomen avait inventé la pompe à feu, qui était un principe qui, grâce à la vapeur, permet de sortir l'eau du fond des puits. Hein, on appelle ça l'exore aussi, hein, qui a donné... il y a un autre mot qu'on utilise couramment et qui fait partie de la même famille, exhaustif. Exhaustif, ça veut dire justement retirer retirer quelque chose hors de quelque chose, hein, d'un puits par exemple. Voilà, n'oublions pas qu'on est à une époque où domine la vapeur comme source d'énergie. Le carburant, c'est le charbon, on l'a bien compris. On est à l'époque où l'industrie minière est destinée à fournir le carburant pour, d'une part, faire fonctionner les machines à vapeur et pour faire fonctionner donc toute l'industrie sidérurgique, métallurgique à cette époque-là. Il faudra attendre la fin du siècle pour avoir d'autres sources d'énergie, je l'ai dit dans mon introduction historique, pour avoir l'électricité, pour avoir le gaz, pour avoir le pétrole. Mais à l'époque qui nous intéresse, la vapeur reste essentielle. Voilà, donc, quelques éléments qui montrent bien, qui démontrent que les machines, comme les êtres humains, sont assimilés à des animaux qui fournissent une énergie de type animal. J'en arrive maintenant tout doucement à la conclusion. Cette conclusion qui montre plutôt, ou qui cherche à montrer que Germinal est à la fois une description qui se veut scientifique, mais qui relève aussi de l'imaginaire.
Il s'agit d'une véritable épopée, il s'agit d'un véritable mythe qui est mis en scène avec d'une part des forces chtoniennes, les forces de la Terre, des forces telluriques, et d'autre part les forces ouraniennes que j'ai décrites tout à l'heure en parlant du ciel, en parlant de la Lune. Voilà, il y a tout. C'est vraiment un univers qui est en train de bouger à ce moment-là. C'est une bataille de titans. Je tenais, je vous l'ai dit en introduction, à justifier le titre que Zola donne à son livre, Germinal. Il l'a justifié, bien entendu, lui-même, à plusieurs reprises, dans une correspondance avec un de ses amis, mais aussi à l'intérieur de son roman, où la notion de germination est présente. Il y a de nombreux passages que je pourrais vous lire à ce sujet-là. Alors, le mot germinal renvoie à deux choses. Ça renvoie tout d'abord au calendrier révolutionnaire mis en place en 1792 par Fabre d'Églantine, le calendrier révolutionnaire qui commence, comme on le sait, le 21 septembre 1792, le jour même ou le lendemain de la bataille de Valmy contre les Autrichiens, et à partir de ce moment-là, pendant 12 ans, jusqu'à la proclamation de l'Empire, c'est-à-dire le moment où la religion catholique va redevenir l'idéologie officielle de l'ensemble du territoire français, donc pendant 12 ans, on va donc utiliser et appliquer ce calendrier révolutionnaire. Dans le calendrier révolutionnaire, il y a 12 mois. Les mois concernant le printemps se terminent par le suffixe al. Le premier de ces mois du printemps, c'est germinal. Ce calendrier révolutionnaire est très parlant, il est très poétique aussi, moi je l'adore à titre personnel. Le mois d'avril, c'est le germinal. N'oublions pas que les mois commencent vers le 20, 21, 22, ça dépend des mois bien entendu, parce que dans le calendrier révolutionnaire, les mois ont tous 30 jours, avec des mois de récupération en fin d'année. Et donc, comme dans le calendrier grégorien, il y a tantôt 30 jours, tantôt 31, et les années bissextiles, comme vous le savez, 28 ou 29, et voilà, il y a un décalage entre le calendrier révolutionnaire et le calendrier grégorien. Donc, le premier mois du printemps, c'est germinal, le second mois, c'est floréal, et le mois qui suit, le troisième mois, donc, mais juin, le mois de juin, c'est donc prairial. Germinal, la métaphore est assez claire, c'est le moment où les plantes, la végétation revit, elle réapparaît. Floréal, c'est le moment où elle s'épanouit. Et donc, à plusieurs reprises, donc Zola, ici je prends la page 179, fait référence à cette métaphore. Ainsi, à présent, le mineur s'éveillait au fond, germait dans la terre ainsi qu'une vraie graine. Mais le passage le plus significatif se trouve, bien entendu, à la fin du livre, à la toute dernière page, du dernier chapitre, page 502, toujours dans l'édition Garnier-Flammarion. C'est, en fait, Étienne Lantier repart du Voreux. Il a été à l'hôpital pendant 3 semaines, sauf erreur de ma part, puisqu'il a été bloqué dans la mine au moment de l'effondrement de celle-ci, à la suite de l'inondation, et il repart chercher un nouveau travail. Mais ça ne se termine pas mal, en fait. C'est une tragédie humaine épouvantable, bien entendu, mais à la fin du roman, il y a l'espoir. Et c'est en cela que j'évoquais tout à l'heure l'idée de synthèse, c'est-à-dire qu'il va être une nouvelle thèse, et ainsi de suite, puisque c'est une histoire sans fin. Et sous ses pieds, les coups profonds.
les coups obstinés des rivelaines continuaient. Donc les mineurs qui sont en train de retravailler, hein, ils n'ont pas obtenu, les salaires ont été vraiment baissés et donc ils ne sont pas parvenus à maintenir, voire à obtenir une hausse des salaires. Les camarades étaient tous là, ils les entendaient, le suivre à chaque enjambée. N'était-ce pas la Maheude, donc la femme de Maheu qui est mort dans un épisode tragique, sous cette pièce de betterave, l'échine cassée, dont le souffle montait si rauque, accompagné par le ronflement du ventilateur. À gauche, à droite, plus loin, il croyait en reconnaître d'autres, sous les blés, les haies vives, les jeunes arbres. Maintenant, en plein ciel, vous voyez ce rapport entre les forces souterraines, chtoniennes, et d'autre part les forces ouraniennes. Maintenant, en plein ciel, le soleil d'avril rayonnait dans sa gloire, échauffant la terre qui enfantait. Du flanc nourricier jaillissait la vie. Les bourgeons crevaient en feuilles vertes, les champs tressaillaient de la poussée des herbes. De toutes parts, des graines se gonflaient, s'allongeaient, gerçaient la plaine, travaillées d'un besoin de chaleur et de lumière. Un débordement de sève coulait avec des voix chuchotantes. Le bruit des germes s'épandait en un grand brasier. En un grand baiser. Encore, de plus en plus distinctement, comme s'ils se fussent rapprochés du sol, les camarades tapaient. Aux rayons enflammés de l'astre, par cette matinée de jeunesse, c'était de cette rumeur que la campagne était grosse. Des hommes poussaient, une armée noire, vengeresse, qui germait lentement dans les sillons, grandissant pour les récoltes du siècle futur, et dont la germination allait faire bientôt éclater la terre. J'aime bien lire, à l'occasion, un poème de Victor Hugo qui va dans ce sens de l'espoir. C'est bien sûr ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent, tiré des châtiments. Ce poème célèbre a été écrit, publié en décembre 1848, donc quelques mois après la fameuse révolution de février qui a mal terminé finalement, et il dit ceci: ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Ce sont ceux dont un dessein ferme emplit l'âme et le front. Ceux qui d'un haut destin gravissent l'âpre cime. Ceux qui marchent pensifs, épris d'un but sublime, ayant devant les yeux sans cesse, nuit et jour, ou quelque saint labeur, ou quelque grand amour. C'est le prophète saint prosterné devant l'arche, c'est le travailleur pâtre, ouvrier patriarche, ceux dont le cœur est bon, ceux dont les jours sont pleins, ceux-là vivent, Seigneur, les autres je les plains. Car de son vague ennui le néant les enivre, car le plus lourd fardeau c'est d'exister sans vivre, inutile, épars ils traînent ici-bas, le sombre accablement d'être en ne pensant pas. Ils s'appellent vulgus, plebs, la tourbe, la foule. Ils sont ceux qui murmurent, applaudissent, sifflent, coulent. Bas des mains, foule aux pieds, bas et dit oui, dit non. N'a jamais de figure et n'a jamais de nom. Troupeau qui va, revient, juge, absout, délibère, détruit, prête à Marat comme prête à Tibère. Foule triste, joyeuse, habits dorés, bras nus, pêle-mêle et poussés aux gouffres inconnus. Ils sont les passants froids, sans but, sans nœud, sans âge, le bas du genre humain qui s'écroule en nuages, ceux qu'on ne connaît pas, ceux qu'on ne compte pas, ceux qui perdent les mots, les volontés, les pas. J'arrêterai ici ce poème qui possède encore un certain nombre de vers. Quelques éléments bibliographiques maintenant, qui peuvent servir, bien entendu, pour
préparer une leçon sur Germinal, sur Zola d'une manière plus générale, et dont moi-même j'ai eu l'usage. De Marc Bernard, Zola, écrivain de toujours, chez Albin Michel, je crois bien, Albin Michel, non, au Seuil, avec Zola en couverture, c'est le Zola par Manet, qui date de 1868. Alors le petit profil d'une œuvre chez Hatier, Germinal, Zola, par Claude Abascado et Hélène Potelet. D'André-Marc Vial, Germinal et le socialisme de Zola dans les classiques du peuple. Alors, de Pierre Assouline, Germinal, l'aventure d'un film chez Fayard. C'est le film dont je vous parlais tout à l'heure, et alors ici on voit, enfin vous ne le verrez pas à la caméra parce que ce sera sans doute trop loin, mais on voit Renaud, le chanteur, on voit Gérard Depardieu à l'affiche. Je vous montre d'abord ceci, donc l'image du tournage justement. C'est le film de Claude Berry. Et alors ici, je ne crois pas que vous verrez grand chose, mais enfin, je vous le montre, j'ai fait quand même un essai. Alors de mon ami Paul Aron, professeur de littérature à l'Université de Bruxelles, La littérature prolétarienne aux éditions Labor. Ensuite, de Jürgen Kuczynski, Les origines de la classe ouvrière dans l'univers des connaissances chez Hachette. Le numéro de l'histoire, de la revue L'Histoire, numéro 404 d'octobre 2014, consacré à 200 ans de révolte ouvrière. Alors, de Jean Puissant, dont j'ai été l'assistant il y a plus de 30 ans, l'évolution du mouvement ouvrier socialiste dans le Borinage. Il s'agit évidemment de la description d'une situation dans le Hainaut belge, mais qui est tout à fait, que l'on peut mettre en parallèle avec ce qui se passait dans le nord de la France. Lisez en particulier le chapitre 1 de la première partie qui s'intitule « Les fureurs ouvrières ». C'est un chapitre qui fait une trentaine de pages, publié par l'Académie royale de Belgique. C'est sa thèse de doctorat. Alors bien sûr, il n'y a pas moyen d'échapper à deux ouvrages dont il n'est pas question immédiatement dans le livre, enfin nommément, mais qui irrigue cet ouvrage, c'est Le Capital de Karl Marx, livre 1, qui est publié en 1867. Je vous rappelle que les événements se situent à cheval sur 1866-1867, que le roman est publié en 1885, hein, et que l'Association internationale des travailleurs, à laquelle participe très activement Karl Marx, date de 1864, donc aussi 1867. C'est un ouvrage qu'il convient toujours de lire, ça peut se lire par petits morceaux. Et alors ici, parmi la nombreuses bibliographies, à côté de celle de Karl Marx, il y a aussi les nombreuses bibliographies de Bakounine. J'ai repris ici un ouvrage relativement récent, qui est un recueil de textes assemblés, annotés par Étienne Lesourd, un recueil de textes de Michel Bakounine, et un titre général a été donné à ce recueil de textes, Théorie générale de la Révolution, aux éditions Les Nuits Rouges. J'ai dit